En 15 ans, on a eu 5 Spider-Man, 7 Batman depuis Michael Keaton, 7 Joker et une dizaine de Superman. Tout ça en comptant que les live-action. Pourtant, des personnages comme Zatanna, Vixen, The Question, ou même des figures aussi populaires que Raven, Kamala Kane, Jessica Drew ou Black Cat peinent à exister autrement que dans les marges. Ça fait quelques années que je lis plus vraiment de comics, mais j'aimais trop quand j'étais jeune. Bon, évidemment, je suis une nana, donc je voulais voir des rôles de nana adaptés au cinéma, de super ou anti-héroïne, et chaque année, c'est la déception. Même chez les hommes, c'est toujours les mêmes qui repassent avec des acteurs, des réalisations et des scénarios différents, mais toujours ce bon vieux Superman, même s'il est devenu super woke. Ça reste un grand brun aux yeux bleus effrayé par un caillou que personne ne reconnaît sans ses lunettes. Ok, à quoi c'est dû? Pourquoi ce recyclage perpétuel des mêmes figures? Dans une thèse de Alex Brindich sur l'ascension des super-héros transmédia de Marvel et DC, il explique que les studios s'appuient essentiellement sur des personnages déjà établis, car ce sont des marques, des valeurs sûres. Un spectateur qui voit une affiche avec Batman ou Spider-Man n'a pas besoin d'explication. Il connaît déjà l'univers, les enjeux, parfois même l'histoire. C'est un capital narratif que les studios n'ont pas envie de reconstruire à chaque fois. Adapter un nouveau personnage, en revanche, implique de convaincre le public, de faire un travail de contextualisation et de pédagogie, et donc de prendre un risque. Et dans une industrie où les budgets dépassent souvent les 200 millions de dollars, le risque n'est plus vraiment une option. Et les studios préfèrent reboot ce qui fonctionne déjà. Un nouveau Batman, c'est du merchandising, des produits dérivés, licences, exploitation en jeux vidéo, une base de fans établie, un potentiel multivers. Les propriétés intellectuelles les plus connues sont surexploitées parce qu'elles génèrent un effet halo, elles créent de la confiance même sans nouveauté. Ce mécanisme est encore plus visible dans le traitement des personnages féminins. Après les échecs critiques et commerciaux de Catwoman en 2004 et Elektra en 2005, les studios ont suspendu les projets centrés sur des super-héroïnes pendant plus de 10 ans. Il aura fallu attendre Wonder Woman en 2017 et Captain Marvel en 2019 pour qu'un vrai film de super-héroïne soit soutenu industriellement et fonctionne auprès du grand public. Mais là encore, les exceptions confirment la règle. Bird of Prey a souffert d'un marketing confus, Batgirl a été annulé malgré un tournage terminé, et The Marvels a été publiquement considéré comme un échec, malgré une distribution inédite et un effort réel d'intégration de nouvelles figures féminines. Ce n'est donc pas qu'il n'existe pas de personnages féminins intéressants, c'est que leur adaptation est constamment freinée par une industrie frileuse, soumise aux attentes d'un public encore très conservateur. Zatanna est une magicienne passionnante, centrale dans les comics depuis les années 60. Vixen, l'une des rares héroïnes africaines majeures, incarne à elle seule des enjeux d'écologie, de spiritualité et d'héritage culturel, mais leurs noms ne suffisent pas aujourd'hui à garantir des entrées selon les studios. Pareil chez nos compères masculins, Blue Marvel, super-héros noir, scientifique et vieillissant, est l'un des personnages les plus puissants et les plus tragiques de l'univers Marvel. The Question chez DC, une figure philosophique proche d'un détective existentialiste, et pourtant pas la moindre trace d'eux au cinéma. Pourtant le public, même attaché aux figures classiques, cherche de la nouveauté. Des récits différents, plus représentatifs, plus ancrés dans le réel. Il s'agit pas d'effacer les héros fondateurs, mais simplement d'arrêter de faire comme si c'était les seuls qui méritaient d'exister.